Pour la première séance de cet après-midi, nous avons donc un orateur francophone pour continuer le programme, donc Romain David, qui vient du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, hein, British Museum, mais qui est quelqu'un qui a longtemps travaillé à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle, et puis qui a travaillé à Leipzig avec nous. Enfin, et donc il va nous parler d'un aspect qui est très important pour le contrôle du mouvement, qui est le rôle du labyrinthe, de l'oreille interne, dans une enfin, peut-être que je présume un peu trop de ce que vous avez raconté, mais d'un point de vue fonctionnel, et il se trouve que c'est une partie de la... Je ne vais pas faire la communication, hein, mais c'est une partie de la... comment dire, du squelette qui se conserve assez bien à l'état fossile, donc on a énormément de possibilités de ce côté-là. C'est quelque chose qu'on... Vous savez, quand vous devenez... Enfin, je vous souhaite de devenir un fossile un jour, un vrai. À la fin, ce qui reste, c'est des dents et puis un bout de temporal et quelques bouts de mandibule. Et donc, on a pas mal d'oreilles internes, donc on peut comparer ce qui se passe chez les fossiles, chez les hommes actuels. Merci Jean-Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. Je voudrais d'abord commencer par remercier chaleureusement Jean-Jacques Hublin et Alain Berthos pour l'invitation. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici et de pouvoir vous présenter mes travaux de recherche. Comme vous le savez tous, d'ici quelques semaines s'ouvriront les Jeux Olympiques de Paris et à cette occasion, des athlètes venus du monde entier vont venir concourir pour tenter de décrocher les médailles d'or. Si vous demandez à des personnes prises aléatoirement dans la rue ce qui caractérise le mieux un athlète, vous allez sûrement avoir des réponses comme par exemple l'endurance, la robustesse, la rapidité, la flexibilité. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour tenter de vous convaincre qu'un tout petit organe qui se loge au niveau du crâne est très probablement en partie responsable de certaines de ces performances athlétiques. Cet organe, c'est l'oreille interne. Et aujourd'hui, on va discuter de qu'est-ce que c'est, quelles sont ses caractéristiques chez l'homme et comment on peut étudier son évolution. Tout d'abord, on va replacer les choses dans leur contexte. L'oreille est composée de 3 grandes parties. En vert, vous avez la partie externe de l'oreille, qui contient entre autres le pavillon, ce que les gens appellent communément l'oreille. En jaune, vous avez la partie de l'oreille moyenne, qui contient les osselets, les plus petits os du corps. Et enfin, vous avez l'oreille interne, qui est elle-même séparée en 2 grandes parties. En rouge, la cochlée, qui, conjointement avec l'oreille moyenne et l'oreille externe, va assurer la fonction de l'audition. Et en bleu, la partie supérieure de l'oreille interne, qui va avoir un rôle dans le sens de l'équilibre et qui est elle-même séparée en 2 sous-parties. Une partie qui est proche de la cochlée, qu'on va appeler le vestibule, et qui contient les organes otolytiques qui vont détecter les accélérations linéaires de la tête, l'inclinaison de la tête ainsi que la force de pesanteur. Et vous avez chez les mammifères 3 canaux semi-circulaires qui, eux, vont détecter les rotations de la tête et qui vont être le sujet de cet exposé. Les canaux semi-circulaires sont creusés à l'intérieur de l'os pétreux, qui est représenté en bleu sur le schéma de gauche. Ils sont interconnectés, les 3 canaux sont interconnectés, et au sein de chacun de ces canaux semi-circulaires se trouvent ce qu'on va appeler des conduits semi-circulaires, c'est la traduction française de semicircular ducts. Ces conduits semi-circulaires sont faits de tissus membraneux, ici représentés en rouge, et à l'intérieur de ces conduits, il y a un fluide qui s'appelle l'endolymphe. Au niveau de chacun des conduits semi-circulaires, il va y avoir une zone qui va être un peu renflée, qu'on va appeler l'ampoule. Et dans cette ampoule, on va trouver une structure un peu gélatineuse qu'on appelle la cupule. La cupule va bloquer le flux d'endolymphe, de ce fluide, au niveau de l'ampoule pour empêcher sa circulation libre. Et elle se trouve au-dessus d'une zone sensorielle faite de cellules ciliées. Le fonctionnement des conduits semi-circulaires est assez simple à comprendre. Lorsque la tête va effectuer une rotation, les canaux semi-circulaires qui sont creusés dans le pétreux vont suivre le mouvement de la tête directement. Les conduits semi-circulaires qui lui sont attachés vont suivre aussi quasi instantanément les mouvements de la tête. Mais l'endolymphe, du fait de son inertie,
va subir un retard dans le mouvement, ce qui va engendrer un déplacement relatif de l'endolymphe en sens contraire de la rotation de la tête. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, avec la flèche en pointillé qui vous montre le déplacement relatif d'endolymphe. Ce déplacement relatif en sens inverse de la rotation va entraîner une déformation de la membrane, de la cupule, qui va elle-même entraîner une activation des cellules ciliées, ce qui va générer un signal nerveux. Le signal nerveux qui va provenir des 3 canaux semi-circulaires va être intégré au niveau des noyaux vestibulaires, au niveau du tronc cérébral, avec des signaux nerveux qui proviennent des organes autolytiques, pour générer une information qui contient tous les éléments de mouvement de la tête dans l'espace. Cette information va être ensuite transmise à différents centres nerveux, où elle va être interprétée et intégrée, tels que le cervelet et le cortex vestibulaire, entre autres. Ce système, composé des canaux semi-circulaires, des organes autolytiques et des centres nerveux qui vont interpréter le signal de mouvement de tête, s'appelle le système vestibulaire, et il joue un rôle fondamental dans plusieurs des fonctions corporelles importantes, telles que le maintien de l'équilibre, le maintien de la posture, la formation d'images nettes sur vos rétines, la coordination motrice et la navigation, entre autres. Les canaux semi-circulaires, comme je l'ai dit, sont responsables de la détection des rotations de la tête, et plus particulièrement, ils sont spécialisés pour détecter la vitesse angulaire de la tête. Ici, et comme tout bon détecteur, ils ont une zone de fonctionnement qui est optimale et ils ont des limites. Ici, je vous ai représenté un graphique où vous avez en abscisse la fréquence des mouvements de la tête, en ordonnée la vitesse angulaire de la tête, et en bleu, ce que vous voyez, c'est une représentation théorique de la distribution des mouvements de la tête en conditions normales chez les animaux. Vous avez une sorte de gradation ici, avec en bleu foncé des mouvements qui ont une occurrence plus commune et qui tend ensuite vers le bleu clair, voire le blanc, qui montre que certains mouvements de tête sont plus infréquents, en particulier des mouvements à très haute vitesse et très haute fréquence. En rouge, vous avez représenté la zone de fonctionnement optimale des conduits semi-circulaires. Et cette zone de fonctionnement, on va s'intéresser à 3 des limites qui sont définies ici. La première, c'est ce qu'on voit ici, la limite basse, c'est ce qu'on va appeler le seuil de détection. Pour des vitesses angulaires de la tête qui sont inférieures à ce seuil de détection, les conduits semi-circulaires ne vont pas générer de réponse qui diffère du bruit qu'il y a au niveau des fibres nerveuses. Tout en haut, vous avez ce qu'on appelle le seuil de saturation. C'est les vitesses angulaires à partir desquelles, pour des vitesses supérieures à ce seuil, il n'y a plus aucune discrimination possible entre différentes vitesses angulaires, tout simplement parce que le signal nerveux qui est envoyé depuis les conduits semi-circulaires ne peut plus changer, le potentiel de décharge des afférents ont atteint leur limite. Donc on ne peut plus différencier 2 vitesses angulaires différentes au-dessus de ce seuil. Et enfin, vous avez tout à droite la fréquence de coupure haute qui correspond à la fréquence des mouvements de la tête au-dessus de laquelle l'interprétation des signaux qui vont être envoyés par les conduits semi-circulaires au centre nerveux qui intègre le signal des mouvements de la tête va être compliquée à interpréter par le cerveau en particulier. Ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a un chevauchement entre la zone de fonctionnement optimale des conduits semi-circulaires et la zone qui comprend les mouvements de la tête qui occurrent dans la vie commune d'organismes. Mais ce chevauchement n'est pas complet. Vous voyez qu'il y a des mouvements à basse fréquence et à basse vitesse angulaire qui vont avoir tendance à ne pas être très bien détectés par les conduits semi-circulaires, tandis qu'il y a des mouvements à haute fréquence et à haute vitesse angulaire que les conduits semi-circulaires peuvent bien détecter, mais qui n'ont quasiment aucune occurrence dans la vie de tous les jours de l'organisme. Alors ça, c'est assez simple à comprendre en fait, parce qu'on a pas mal parlé ce matin de compromis. Il y a un compromis dans les paramètres fonctionnels des conduits semi-circulaires qui est qu'il est absolument impossible, fonctionnellement parlant, mécaniquement parlant, d'avoir un organe qui est très bon à détecter des vitesses angulaires très faibles et en même temps très bon à ne pas saturer pour des vitesses angulaires très élevées. Donc il y a un compromis qui est fait là. Et l'arbitre de ce compromis, ça va être la sélection naturelle. Pour vous donner un exemple, pour bien comprendre de quoi il en retourne, si vous êtes un gibbon, par exemple, qui se balade dans la jungle, qui saute d'arbre en arbre, de branche en branche, à 40 mètres au-dessus du sol, ce gibbon va avoir des mouvements de tête liés à sa très grande agilité, ses très grands degrés d'acrobatie, va avoir des mouvements de tête qui vont entrer dans la catégorie des mouvements à très haute vitesse et très haute fréquence. Si ce gibbon a un système qui n'est pas capable de détecter de façon optimale ces mouvements, les fonctions du système vestibulaire ne vont pas pouvoir être
effectuer de la meilleure façon, en particulier par exemple la coordination motrice, et ce gimon va pouvoir potentiellement rater la prochaine branche, tomber de 40 mètres de haut, mourir. Donc la sélection naturelle va faire en sorte que le fonctionnement des conduits semi-circulaires va être au mieux adapté au comportement locomoteur des organismes et aux mouvements de tête qu'ils engendrent au cours de la vie naturelle, avec plus de pression sur les mouvements à haute fréquence et haute vitesse angulaire, car ce sont généralement les mouvements qui peuvent engendrer une létalité importante. Cette zone de fonctionnement optimal des conduits semi-circulaires obéit directement, est directement le résultat de propriétés morphologiques des conduits semi-circulaires. Vous avez ici en bas, en bas à droite, deux équations que j'ai posées qui vous montrent la fréquence de coupure haute qu'il y avait dans le graphique précédent et les seuils de saturation détection. Et vous avez les 4 paramètres morphologiques que je vais expliquer maintenant qui rentrent dans ces équations. Donc le premier paramètre important, c'est ce qu'on appelle l'air entouré par le conduit semi-circulaire. C'est le paramètre en jaune ici. C'est comme son nom l'indique, c'est juste l'air qui est entouré par le conduit semi-circulaire. Le deuxième paramètre d'importance, c'est ce qu'on appelle la longueur de la partie fine du conduit semi-circulaire. C'est ce que vous voyez ici en pointillé en noir. Les conduits semi-circulaires ont une zone qui est relativement fine, mais ils ont aussi des zones un peu plus évasées, qui ont moins d'importance fonctionnelle, en termes purement mécaniques des fluides. En troisième, vous avez ce paramètre qui est l'épaisseur de la partie fine des conduits semi-circulaires, le petit d en bleu. Et enfin, vous avez de nombreux paramètres que j'ai ici combinés en un seul pour simplifier, des paramètres morphométriques de la cupule, cette structure gélatineuse qui va se déformer, qui, combinés ensemble, ces 4 paramètres, vont permettre de définir les seuils de saturation et de détection, tandis que l'épaisseur des conduits semi-circulaires sont les seuls paramètres qui affectent la fréquence de coupure haute que j'ai présentée précédemment. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un organe, on a 4 paramètres morphologiques assez simples sur cet organe, qui nous permettent de définir la fonction biomécanique de l'organe. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir quelles sont ces caractéristiques chez l'homme et comment on peut étudier leur évolution, en particulier chez les différentes formes fossiles. Mais pour faire ça, ce qu'il faut déjà, c'est pouvoir avoir accès, visualiser les conduits semi-circulaires. Et là, on commence déjà par avoir un problème, c'est que les conduits semi-circulaires sont faits de tissus mous, et donc par définition, ils ne fossilisent pas. Le deuxième problème, c'est qu'il y a eu des méthodologies par le passé qui ont tenté de visualiser et de mesurer ces paramètres sur les conduits semi-circulaires, mais ces méthodologies se basaient principalement soit sur des dissections de spécimens, soit sur la fabrication de coupes serrées. Mais ces deux méthodes entraînent une attaque à l'intégrité morphologique de cet organe qui peuvent empêcher de mesurer précisément certains de ces paramètres. D'autant plus que c'est assez compliqué en soi de faire des dissections et des coupes serrées sur de nombreuses espèces, en particulier des espèces qui sont rarement conservées dans les musées, par exemple. Donc, dans les années 90-2000, il y a eu une pseudo-solution à ce problème, c'est l'utilisation de la tomodensitométrie pour voir non pas les conduits semi-circulaires, mais les canaux semi-circulaires qui les contiennent. Les conduits semi-circulaires sont trop peu denses pour être visualisés par tomodensitométrie, donc on peut voir les canaux semi-circulaires qui ont une forme générale qui est assez semblable à celle des conduits semi-circulaires. Donc ça forme des coupes virtuelles comme vous avez ici, et dans ces coupes, vous avez des cavités qui correspondent aux cavités de l'oreille interne qui contiennent entre autres les canaux semi-circulaires. Et si vous coloriez ces cavités coupe après coupe, vous pouvez générer des modèles en 3 dimensions qui peuvent ensuite être analysés. Donc c'est ce qui est fait en général. Ce type de modèle en 3 dimensions est analysé par une méthodologie qui est très en vogue actuellement, qui s'appelle la morphométrie géométrique. Cette méthodologie est assez simple à comprendre. Vous placez des points repères, les petites boules jaunes que vous voyez ici. Vous placez ces points repères sur des canaux semi-circulaires antérieurs, postérieurs et latérales, ainsi que sur cette zone qu'on appelle la cruce commune qui fait la jonction des canaux antérieurs et postérieurs. On fait ça sur plusieurs espèces différentes, plusieurs spécimens différents, ce qui va nous faire un jeu de points repères. Et ces points repères, on va les soumettre à la superposition procruste, qui consiste, ici vous avez un exemple, vous avez un jeu en rouge, un jeu en bleu. On va d'abord centrer tous les spécimens en superposant leur centre de gravité. Ensuite, on va les faire tourner de façon à ce que les points repères homologues soient orientés tous de la même façon.
Et ensuite, on va faire une mise à l'échelle générale de façon à ce que la moyenne des distances entre tous les points homologues soit la plus petite possible. En ce faisant, on va isoler l'information de taille et on va conserver ce qu'on appelle la conformation, et ce qui, pour simplifier, on va pouvoir appeler forme ici. Donc quand on va avoir ces nouvelles coordonnées, on va pouvoir les analyser statistiquement et faire des visualisations qui nous permettent d'observer la position de différentes espèces dans un espace de forme. C'est ce qui a été fait. Donc vous voyez par exemple ici à droite un exemple qui a été fait sur les canaux semi-circulaires de primates, et vous voyez que les humains occupent dans cet espace de forme une position qui est unique. La deuxième partie qui est intéressante, c'est que vous voyez que les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans se regroupent tous ensemble dans cet espace de forme. Vous l'avez vu plusieurs fois ce matin, les chimpanzés, génétiquement parlant, sont plus proches des humains que des gorilles, ce qui sous-entend le fait qu'ils se retrouvent avec les grands singes, que la morphologie qu'on observe chez ces organismes est une morphologie des canaux semi-circulaires qui est primitive, tandis que la morphologie qu'on observe chez l'homme est une morphologie dérivée. C'est ce qu'on voit sur la gauche ici. Vous avez une morphologie de grand singe ici, une morphologie humaine ici. Et la différence majeure qu'on observe chez les deux, c'est une diminution de la taille du canal latéral. Si vous comparez ces deux graphiques, vous voyez la diminution. Et une augmentation de la taille des canaux postérieurs et antérieurs chez l'homme par rapport au grand singe. On peut faire la même chose en incluant des fossiles. Là, vous avez à gauche un exemple où vous voyez des chimpanzés en rouge, des humains en gris, et on a inclus ici un groupe d'australopithèques d'Afrique du Sud, Australopithecus africanus. Vous voyez que ce groupe d'australopithèques se positionne de façon intermédiaire entre les chimpanzés et les humains, ce qui est quelque chose qui n'est pas totalement inattendu, étant donné qu'on a vu que l'homme a une morphologie qui est très dérivée par rapport à celle des grands singes. En observant les formes fossiles de la lignée humaine, il n'est pas inattendu de trouver des espèces qui tombent pile-poil entre les deux groupes. Par contre, ici, vous avez quelque chose d'assez intéressant. Vous avez ici les résultats pour un paranthrope sud-africain, Paranthropus robustus. Et dans ce cas-là, vous voyez que la morphologie fait un peu quelque chose de différent. Elle est relativement proche de celle des australopithèques, mais elle part dans une direction qui est un peu la sienne. Évidemment, je ne peux pas parler de morphologie de canaux semi-circulaires et d'oreilles internes en général sans mentionner l'homme de Néandertal, dont on connaît depuis les années 96 à peu près, si je ne dis pas de bêtises, avec les travaux de Jean-Jacques Hublin et de Fred Spoor, que la morphologie de l'oreille de Néandertal est extrêmement différente de celle de l'homme moderne. Ce que vous voyez par exemple sur ce graphique, vous voyez une distribution des canaux semi-circulaires de Néandertal en bleu ici et de l'homme moderne en vert, à tel point qu'avec certains restes crâniens qui contiennent l'oreille, on peut attribuer certains restes à l'homme moderne ou à l'homme de Néandertal juste en analysant la morphologie de l'oreille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la plupart des différences morphologiques ont lieu au niveau du canal latéral en particulier. Bon, donc on a vu qu'on a des informations sur la morphologie de l'oreille chez les primates. On voit que l'homme a une position assez particulière. On a des informations chez les fossiles. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir ce qu'on peut en faire en termes fonctionnels. Qu'est-ce que ça dit de la fonction ? Eh bien, j'ai montré en 2022 que ça dit absolument rien de la fonction, ce type d'analyse. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Vous avez ici, dans cet exemple théorique, 9 spécimens qui comportent chacun 3 formes différentes. Vous avez d'abord une forme de type mammifère. Ah oui, dans ce cas-là, j'ai juste placé 2 conduits semi-circulaires. En réalité, il y en a 3, mais pour simplifier, j'en ai juste mis 2 ici. Mais l'idée revient au même. Donc vous avez une forme de type mammifère ici, vous avez une forme de type lézard ici, et ici une forme de type oiseau. C'est assez généraliste, ça montre que ça marche dans beaucoup de cas de figure. Ici, sur cette figure, vous voyez que j'ai replacé les paramètres morphologiques qui ont un effet sur la fonction des conduits semi-circulaires, et j'ai bien fait en sorte que chacun des spécimens de même couleur ait exactement les mêmes paramètres fonctionnels, en faisant bien attention à leur donner exactement les mêmes paramètres morphologiques, et quand on les met dans ces équations, ça donne les mêmes paramètres fonctionnels pour les mêmes couleurs. Si on soumet ces 9 spécimens à une analyse en morphométrie géométrique, comme je vous ai présenté juste précédemment, on obtient le graphique B qu'il y a ici, et on voit que les spécimens, comme attendu, se regroupent par forme. Ce qui est attendu étant donné que c'est ce qu'on demande à une analyse en morphométrie géométrique. Maintenant, si on analyse ici, si on fait un graphique où on met en abscisse la fréquence de coupure haute et en ordonnée les seuils, que ce soit de détection ou de saturation, on voit que cette fois, les spécimens se regroupent par couleur. C'est normal, j'ai fait exprès de faire en sorte que les spécimens de même couleur aient les mêmes paramètres fonctionnels. Mais ce qu'on voit très bien en regardant ces deux graphiques, c'est qu'ils n'ont absolument rien à voir, et qu'on ne peut absolument pas déduire le graphique fonctionnel à partir du graphique
de forme, d'analyse de forme. Donc si on veut étudier le fonctionnement des conduits semi-circulaires et leur évolution dans la lignée humaine, la morphométrie géométrique n'est absolument pas la solution. Et en fait, on n'a pas trop le choix. On doit analyser les conduits semi-circulaires si on veut avoir une information sur leur fonctionnement. Je vous ai dit précédemment que les conduits semi-circulaires ne pouvaient pas être visualisés par tomodensitométrie parce qu'ils avaient une densité trop faible. On a trouvé une parade à ça, on a développé une méthode qui nous permet de traiter des pétreux qu'on a extraits de spécimens avec des agents chimiques qui vont se fixer sur les membranes des conduits semi-circulaires et augmenter leur densité. Avec cette méthode, on peut donc non seulement visualiser les conduits semi-circulaires, que vous voyez à l'intérieur des canaux semi-circulaires ici, mais on peut même visualiser, par exemple, la cupule, qu'on ne pouvait absolument pas visualiser avec des méthodes classiques. Ces spécimens, on va pouvoir les traiter avec cette méthodologie. On a aussi, en parallèle de cette méthodologie de visualisation, développé des outils informatiques pour effectuer des analyses biomécaniques plus poussées, par exemple de déformation de la cupule, c'est ce que vous voyez ici. Et on a pu, en utilisant cette méthodologie, analyser plus de 70 espèces de vertébrés, dont à peu près 25 espèces de primates. Et je vais vous présenter quelques résultats qu'on a obtenus sur 3 primates en particulier. Donc vous voyez ici, vous avez l'homme en bleu, le singe rhésus en rouge et le singe écureuil en vert. Ici, vous voyez les oreilles internes de ces 3 espèces, avec en bleu l'oreille osseuse, avec les canaux semi-circulaires osseux, et en rouge, vous voyez toutes les membranes qui sont visualisées grâce à cette méthodologie, y compris évidemment les conduits semi-circulaires. Et comme on a accès aux conduits semi-circulaires et à la cupule, on peut mesurer tous les paramètres morphométriques qui ont un impact sur la biomécanique de ces organes. Donc c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a fait, on a mesuré ces paramètres et on a calculé les paramètres fonctionnels. Donc vous voyez ici, pour les 3 principales rotations de la tête, donc le pitch, quand vous dites oui, qui est en français le tangage, le roll, qui fait ce mouvement-là, qui est le roulis, si je ne dis pas de bêtises, et le yaw, qui est, quand vous dites non, qui est le lacet. Je ne pense pas m'être trompé, mais... Et donc vous avez ici les résultats de ces mêmes diagrammes que je vous ai présentés précédemment, qui montrent la zone de fonctionnement optimale des conduits semi-circulaires. Vous avez ces résultats absolus pour ces 3 espèces. Donc je rappelle, en bleu, c'est l'homme, en rouge, c'est le singe écureuil, le singe rhésus, et en vert, le singe écureuil. Et on a aussi corrigé ces résultats pour la masse corporelle, parce que la masse corporelle va influer sur la fréquence et la vitesse angulaire des mouvements de la tête. Donc pour pouvoir faire de bonnes comparaisons entre des espèces qui ont des tailles différentes, c'est aussi important de corriger pour la masse. Donc vous voyez ici les résultats. Et dans tous les cas, et en particulier pour les rotations verticales, donc le pitch et le roll, ce qu'on voit dans tous les cas, c'est que l'homme a un seuil de détection qui est plus bas que celui des 2 autres singes, ce qui veut dire qu'il a des canaux, des conduits semi-circulaires qui sont plus sensibles que celui des 2 autres singes. Il est capable de détecter des vitesses angulaires plus faibles. Par contre, il a un seuil de saturation qui arrive plus tôt et une fréquence de coupure haute qui, elle aussi, arrive plus tôt. Ces caractéristiques qui différencient ces 2 singes et l'homme, on pense qu'elles sont liées au fait que l'homme est un bipède obligatoire, qui a besoin de stabilité, ce qui explique en particulier le fait qu'il est capable de détecter des vitesses angulaires peu élevées. Et chez ces 2 primates, ce sont des quadrupèdes qui sont arboricoles, ce qui engendre une augmentation de la fréquence des mouvements de la tête lors de l'escalade et des vitesses angulaires aussi plus importantes. Donc ça, c'est très intéressant, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe au niveau de l'homme, mais comme je vous l'ai dit précédemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir comment on en est arrivé là, et pour ça, il faut évidemment qu'on regarde les fossiles. Mais je vous ai dit précédemment qu'au niveau des fossiles, on n'a pas de conduit semi-circulaire, ça ne fossilise pas. Donc il faut trouver une autre façon de faire. Donc là encore, c'est ce qu'on a fait. Il y a 4 paramètres morphologiques qui ont une importance particulière pour l'étude du fonctionnement des conduits semi-circulaires. Parmi ces 4 paramètres, il y en a 2 qu'on peut mesurer directement sur les canaux semi-circulaires qui, eux, fossilisent. Ces paramètres, c'est l'air entouré par les conduits semi-circulaires et la longueur de la partie fine. On peut très bien mesurer ces paramètres-là sur des canaux semi-circulaires, il n'y a pas de problème. Les 2 autres paramètres, l'épaisseur de la partie fine des conduits
et les paramètres morphofonctionnels de la cupule, on ne peut pas les mesurer directement. Par contre, on s'est rendu compte que si on fait des modèles statistiques qui contiennent l'air entouré par les canaux semi-circulaires, la longueur de la partie fine, et en plus de ça, qu'on mesure l'épaisseur des canaux semi-circulaires, qui, elle, est disponible sur les formes fossiles, on peut trouver des modèles statistiques qui vont permettre de prédire ces deux paramètres manquants. Et vous voyez ici, vous avez en exemple les résultats qu'on obtient chez 25 espèces de primates, pour lesquels on a non seulement les canaux semi-circulaires, mais aussi les conduits semi-circulaires. Donc on a les valeurs exactes de ces paramètres, et on a les valeurs prédites de ces paramètres en utilisant juste les canaux. Et vous voyez des précisions très importantes, entre 93 et 95% de précision pour la prédiction de ces paramètres à partir uniquement de restes osseux. Et donc, je vais finir avec cette diapo. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on utilise ces différentes méthodologies pour non seulement mesurer la fonction exacte des conduits semi-circulaires chez les grands singes actuels, donc les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, les gibbons, tout ce genre d'animaux, et on l'applique aussi aux formes fossiles pour lesquelles on a pu avoir accès aux restes crâniens pour pouvoir avoir des informations sur les mouvements de leur tête, qui nous donnent des informations sur leur comportement locomoteur. Soit dit en passant, dans certains cas, certaines espèces, par exemple Kenyanthropus platyops, il n'y a absolument pas de restes post-crâniens, on a juste des crânes. Ça nous permet de faire des inférences sur leur comportement locomoteur sans avoir besoin d'étudier les membres postérieurs, par exemple, qui ne sont pas présents dans le registre fossile. Désolé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bon, vous nous laissez un peu sur notre faim. Je sais. Là, la dernière diapositive est cruelle quand même. Hein. Bon. Question. Romain. Oui. Bravo. Merci. Pourquoi, moi je ne suis pas d'accord avec vous, je n'ai pas été convaincu. Pourquoi, si la forme ne compte pas, les canaux soi-disant semi-circulaires du crocodile sont triangulaires? Ça, je peux expliquer sans problème, ça. Ouais. Deuxième question, si la forme ne... J'en parlerai rapidement demain matin, très rapidement. Si la forme ne compte pas, pourquoi la forme de l'utricule et du sacule des otolithes qui ne mesurent pas que les accélérations linéaires, nous avons montré avec Daniel Benquin, qui est ici, qu'en fait, le vrai capteur est un capteur virtuel sphérique, comme vous savez. Pourquoi il y a une telle différence formidable de forme? Autrement dit, première question, pourquoi les canaux soi-disant semi-circulaires du crocodile sont triangulaires? Le crocodile, tout ce qu'il fait dans la vie, c'est il est comme ça, puis à un moment donné, il fait et il vous attrape. Hein. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir ou pas du tout? Je vais répondre aux questions, mais dans l'autre sens. Je vais répondre d'abord sur la question. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je vais d'abord répondre à la question sur les otolithes, parce que dans le cas des otolithes, la forme a un effet. Donc là, je parlais uniquement des conduits semi-circulaires. Dans le cas des otolithes, au contraire, la forme a un effet. Et d'ailleurs, je collabore avec des collègues aux États-Unis sur la forme des otolithes, justement. Là, il y a clairement un effet. C'est pas un problème à ce niveau-là. Sur la forme des conduits semi-circulaires du crocodile, alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, mais il faut bien comprendre, en fait, vous comparez la forme des canaux semi-circulaires du crocodile qui sont triangulaires et qui vous paraissent spéciaux, mais en vrai, c'est l'inverse. Si vous regardez l'évolution, c'est la forme des canaux semi-circulaires des mammifères qui est spéciale, cette forme circulaire qui est spéciale. Si vous regardez ce qui se passe au niveau des crocodiles, au niveau des amphibiens, au niveau de la plupart des poissons, la forme est plus similaire à celle des crocodiles. Donc c'est plutôt la question de pourquoi on est passé de formes triangulaires à des formes circulaires. D'accord ? Mais je vais en parler justement. La réponse à cette question est en fait pas du tout liée, enfin si un petit peu quand même, mais elle est principalement liée au fait que les mammifères sont des animaux à sang chaud. D'accord ? Le crocodile n'est pas un animal à sang chaud, les mammifères sont des animaux à sang chaud. J'ai publié un papier en 2022 qui parle de ça, justement, qui explique que
Le fluide dont je parlais tout à l'heure, l'endolymphe, comme tous les fluides, il a une viscosité. D'accord ? Et la viscosité, elle va dépendre de plusieurs paramètres physico-chimiques du fluide, mais elle va dépendre aussi de la température. D'accord ? Les crocodiles sont des animaux à sang froid. Et la température de leur corps, donc, va dépendre du milieu ambiant dans lequel ils sont, et elle va être inférieure à celle des mammifères. À partir du moment où vous acquérez le sang chaud et des températures plus importantes, la viscosité de l'endolymphe va baisser, il va devenir plus fluide, et ça va affecter le fonctionnement des conduits semi-circulaires. Si vous touchez absolument pas à la géométrie et à la morphométrie des conduits, le fonctionnement va être affecté de telle façon que les conduits semi-circulaires vont devenir plus sensibles, donc ils vont baisser dans ces graphiques, ils vont aller vers le bas et leur fréquence de coupure haute va aller vers des valeurs inférieures, ce qui va plutôt avec des mouvements lents. Mais si vous êtes un animal, vous avez un comportement locomoteur et vous augmentez votre température corporelle telle que ça a été fait lors de l'évolution du sang chaud. Si vous ne changez absolument rien à votre oreille, le système ne va plus être en adéquation avec les mouvements de votre tête. Vous allez devoir compenser ce changement de la viscosité du fluide pour pouvoir avoir une détection qui redevient optimale. Il y a deux façons de faire ça. La première façon, c'est de changer le fluide. C'est ce qui a été fait chez les oiseaux. Les oiseaux ont changé la composition chimique de leur endolymphe pour compenser le fait qu'ils aient une température plus élevée. Les mammifères ont fait la deuxième solution, qui est de changer la morphologie des conduits semi-circulaires, et en particulier de diminuer leur épaisseur et diminuer leur taille. Et c'est dans cette diminution de taille que les canaux sont devenus circulaires. C'est ça la différence principale. Bon, vous avez un sujet de conversation pour la pause café.